Sud Radio, l'heure libre, Stéphane Simon, Michel Onfray. Bonjour à tous, samedi 10h, passé de quelques minutes, c'est l'heure de l'heure libre, votre émission en partenariat Front Populaire, le média et Sud Radio. Alors, je suis en compagnie aujourd'hui de Michel Onfray, comme d'habitude, fondateur de la revue, Maxime Le Dakar, rédacteur en chef, et notre invité est l'avocat Pierre Gentillet, avocat au barreau de Paris. Bonjour. Bonjour à tous les trois. Émission spéciale aujourd'hui, liberté et liberticide. Cette semaine, on va se demander si les libertés sont vraiment en recul en France. On va se demander aussi si les citoyens ont-ils encore les moyens de résister. Liberté de manifester, liberté d'informer, liberté d'expression, usage de la force par les policiers. Des questions se posent depuis quelque temps maintenant et les citoyens sont régulièrement se pose la question régulièrement d'avoir de moins en moins de liberté. Les libertés sont-elles attaquées en France depuis quelque temps ou est-ce un sentiment? On le voit en particulier où récemment la liberté de manifester a été sérieusement remise en cause. On en est quand même, je vous le rappelle, aujourd'hui à fouiller les stades pour voir si les supporters de matchs de football ne se baladent pas avec des cartons rouges. Maxime Le Dakar, première question, est-ce que la France est une démocratie défaillante ? C'est ce que disent plusieurs comparateurs internationaux. Il y a le VDM Institute, par exemple, qui est un institut indépendant, l'Institut de recherche Freedom House, qui est une ONG américaine, ou par exemple l'indicateur l'Economist Intelligence Unit, qui est assez suivi en Europe. Ça appartient au groupe de presse britannique du même nom. Il publie un indice de démocratie depuis 2006, et cet indice examine l'état de la démocratie dans 167 pays sur la base de 60 critères répartis sur 5 catégories générales. Donc je vous passe le détail. Évidemment, ce genre d'indice mondial est toujours à prendre avec un certain recul. Il n'est jamais neutre. Comme le journal du même nom, la ligne est plutôt libérale en l'occurrence, mais c'est pas inintéressant de regarder ce qui se passe. L'indice distingue 4 types de régimes: les démocraties à part entière, les démocraties défaillantes, les régimes hybrides et les régimes autoritaires. Et la France fait partie depuis plusieurs années des démocraties défaillantes. Depuis 2010, elle n'a atteint que 2 fois le groupe des démocraties à part entière, en 2014 et 2019. Depuis 2020, bien sûr, avec la crise Covid, ça a beaucoup joué, les confinements, les restrictions de liberté, couvre-feu, etc. Pour certains analystes, c'est pas la seule raison. Le politiste et chercheur au CNRS Luc Rouban considère que le Covid n'est pas l'alpha et l'oméga de cette dégradation. Je le cite: la gestion de la crise sanitaire a été un révélateur du fonctionnement des institutions. Elle n'a fait que prolonger les défauts d'un processus politique à l'origine du malaise démocratique qui perdure depuis plusieurs années. Fin de citation. Quant à l'opinion française elle-même, il y a un récent sondage de l'IFOP en date du 5 mai qui révèle que 64% des Français considèrent que les libertés individuelles sont affaiblies ces 10 dernières années. C'est la liberté d'expression et le droit de propriété qui serait le plus en danger au regard des Français. Et paradoxalement, Macron n'est plus considéré comme le meilleur représentant des idées libérales. Il est désormais devancé par Édouard Philippe. Alors, justement, j'ai envie de commencer par vous demander votre avis, Michel Onfray et puis ensuite Pierre Gentillet. Est-ce que vous partagez ce sentiment que les libertés en France sont attaquées de plus en plus, que ce soit sur le territoire de l'information, de la libre expression, de la liberté de manifester ou autre, ou est-ce que c'est un ressentiment que les Français expriment simplement? Michel. Non, il y a des instruments de mesure, mais c'est toujours compliqué de pouvoir dire que nous disposerions d'une espèce de dynamomètre qui nous permettrait de dire, voilà, on rentre des données et puis on obtient un chiffre qui nous permet de classer la France ici, là ou ailleurs. Donc le ressentiment, j'y crois beaucoup, et puis l'expérience personnelle. Moi, je vois bien sur le terrain du journalisme, sur le terrain de l'édition, sur le terrain de la presse, de la liberté d'expression. Sans dévoiler quoi que ce soit, Michel, donnez-nous quelques exemples. On n'en est que plus éclairé. Oh, par exemple, le fait que le service public ne m'accueille pas et que je sois interdit de France Inter, par exemple, que j'ai été mis à la porte de France Culture, que dans certains endroits, on avait appelé à des manifestations pour m'accueillir. Je ne dis pas où, je ne dis pas quand, je ne dis pas dans quelles circonstances, etc. Je sais très bien que si mon nom n'était pas celui-là, il y a un tas de textes que je ne pourrais pas publier, de livres que je ne pourrais pas publier. Je vois bien comment mes éditeurs arrivent aujourd'hui avec mes manuscrits et des post-it un peu partout en me disant que ça a été relu par des juristes et que les juristes proposent que nous enlevions ce mot, que nous supprimions cette phrase, que nous évitions de parler de ce sujet, que peut-être ce sujet-là nous le mettions un peu perdu dans le livre mais pas pour démarrer ou ce genre de choses. Enfin non, c'est au quotidien qu'on voit que les libertés reculent à l'évidence. Et puis quand on est invité quelque part, alors on peut dire bah oui, il y a les endroits où franchement on ne nous invite pas. Bon voilà, France Inter, j'en suis interdit. Et puis il y a des endroits où je peux être autorisé, mais là pour le coup ce sont des tirs de barrage. Je peux me retrouver une heure par exemple sur le plateau
plateau de BFM avec 5 contradicteurs. 5 contradicteurs. Avec quelqu'un qui vous pose une question dans laquelle il y a 10 questions. Et si vous commencez à répondre à la première question, on vous interrompt avec une autre question. C'est-à-dire vous êtes en accusation. Alors liberté d'expression, je veux bien, mais il y a un moment donné où on voit bien que on sert de punching ball. Je sais très bien que le fils d'ouvrier agricole que j'étais en 88, qui envoie un manuscrit par la poste chez Grasset et qui se fait publier parce qu'il a envoyé son manuscrit par la poste, aujourd'hui c'est fini. Ça n'est plus possible. Un enfant issu des classes modestes envoyant son manuscrit par la poste, sauf s'il fait effectivement les concessions à l'époque, s'il nous fait des manuscrits wokistes, etc., alors ça c'est sûr que ça fonctionnera. Mais pour le reste, la liberté d'expression a bien évidemment reculé, indépendamment de ce que les agences de machin ou les agences de bidule peuvent bien raconter. Alors Pierre Gentillet, vous partagez ce point de vue, les libertés reculent en France ? De manière générale, oui, les libertés reculent. Et ce qui est intéressant, ce qui est souligné par Michel Onfray, c'est que, si vous voulez, la vieille définition de la liberté, c'est que la liberté se définit toujours négativement par rapport à l'État. Or, on voit ici qu'il y a des organismes para-étatiques, ou même parfois des organismes privés, qui portent atteinte à des libertés. Par exemple, la liberté d'expression. Michel Onfray évoquait le cas de France Inter. Vous voyez, c'est l'État et en même temps, c'est pas complètement l'État. Donc, évidemment qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de libertés qui sont atteintes. La liberté d'expression, oui, même si je mets tout de même un bémol, c'est que j'ai l'impression que, pour certains sujets, en tout cas, on peut plus librement en parler aujourd'hui qu'il y a 5, 6, 7 ans. Je prends un sujet sur lequel j'interviens régulièrement, la question de l'immigration. Je trouve qu'il y a, dans notre jargon, il y a la fenêtre d'Overton qui a été un peu ouverte, mais il y a d'autres sujets sur lesquels, c'est vrai, ça reste encore tabou. Ça concerne la liberté d'expression. Il n'y a pas que la liberté d'expression. Il y a la liberté de manifestation aujourd'hui, on l'a vu avec cette loi anti-casseurs, qui devrait effectivement peut-être arriver au Parlement. En tout cas, le pouvoir exécutif a l'air de vouloir mettre cette loi sur la table. Et puis, plus concrètement, je vous rappelle qu'on a vécu pendant 2 ans avec des libertés qui ont été mises sous cloche, liberté de manifester évidemment, liberté de circuler, au nom d'un objectif à valeur constitutionnelle qui est l'objectif de préservation de la santé, dont finalement le pouvoir exécutif a été relativement maître. Finalement, c'est lui qui a justifié, qui a défini que c'était une situation d'urgence. Je termine en vous disant que voilà, en bon juriste schmittien, je sais que celui qui définit l'état d'urgence, c'est lui le souverain. Et ben, le pouvoir politique a décidé souverainement qu'au nom d'une épidémie dont il a défini lui-même l'urgence, qu'on devait mettre un certain nombre de libertés individuelles, de libertés fondamentales sous cloche. Ouais. Ça pose question. Oui. Ça pose question. Alors Michel Onfray, oui, bien sûr, Michel. Je voudrais, pour ajouter quelque chose à ce que vient de dire Pierre, que à l'évidence, à l'époque, il était interdit de se réunir à plus de 3. Et que c'était une manifestation interdite, mais que cependant, sous ce propre régime-là, on pouvait manifester pour défendre les frères Traoré. Et que l'autorisation était donnée, qu'il y avait plusieurs milliers de gens dans la rue, et que le ministre de l'Intérieur à l'époque, qui s'appelait Castaner, disait que s'il fallait mettre un genou en terre, il était prêt à le faire. C'est-à-dire que là, on voyait très bien effectivement que s'il y avait vraiment eu une raison sanitaire, je ne vois pas pourquoi d'un seul coup, on acceptait que la réunion se fasse ici, où je crois me souvenir que des prières aient pu se faire, même je crois dans certains stades, si je me souviens bien, ça doit correspondre au même moment. Ou alors que dans certaines banlieues, on avait l'autorisation de faire de jouer au football. Des grillades à l'extérieur ou de jouer au football. Donc c'est vrai que je ne parlerai pas du Covid comme ça généralement, en disant qu'il y a simplement eu des gens qui avaient le droit de sortir et même l'autorisation et même la bénédiction du ministre, pendant que d'autres, moi j'ai vu par exemple des grands-mères se faire prendre une prune de 130 € parce que elles avaient rempli leur auto-attestation de sortie avec un crayon à papier et qu'on estimait qu'elle aurait pu effacer son autorisation et la réécrire. Ça, c'était une grande délinquance, pendant que les autres manifestations n'étaient évidemment pas des délinquances. Ouais. Alors, merci beaucoup, Michel. On continue à parler des reculs des libertés dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, l'heure libre. Stéphane Simon, Michel Onfray. De retour sur l'heure libre, votre rendez-vous sur Sud Radio tous les samedis matins de 10h à 11h en partenariat avec Front Populaire La Revue. Je suis toujours en compagnie de Michel Onfray, de Maxime Le Nagar et notre invité est l'avocat au barreau de Paris, Pierre Gentillet. Nous parlons de liberté, du recul des libertés en France et
Michel Onfray nous apprenait à l'instant qu'évidemment, durant cette période Covid, il y avait eu des exceptions notoires, notamment le droit d'aller manifester pour le comité Traoré. Alors, j'avais envie d'avoir votre avis, Pierre Gentillet, là-dessus. C'est vrai, ce rappel de Michel Onfray, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus libres que d'autres en France. Bien sûr, il y a un deux poids deux mesures qui est évident, et c'est justement ce qu'évoquait Michel Onfray, c'est qu'en fait c'est dans ce deux poids deux mesures, dans ce relativisme où on peut voir vraiment où se situe la réalité du droit et de ce qu'on appelle pompeusement l'état de droit. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'effectivement, là on prenait l'exemple de la manifestation Traoré, moi j'aurais un autre exemple en tête. Souvenez-vous au tout départ quand on parlait des mesures de confinement, ou au tout premier ou même au deuxième confinement, il y a un certain nombre de reportages qui ont été faits et qui ont montré que là où la police envoyait des drones jusque dans les campagnes, jusque dans les petits villages de montagne, pour vérifier que vous portiez bien le masque en plein air, parce qu'à l'époque... Y compris sur la plage. Y compris sur la plage. Des drones, et même je me souviens qu'on avait désinfecté le sable. C'était d'ailleurs dans la ville du très célébré David Lisnard. C'était à Cannes. David Lisnard qui, soi-disant, est un promoteur des libertés. Je rappelle qu'il a quand même fait désinfecter le sable sur ses plages pour satisfaire un électorat de boomers retraités manifestement un petit peu hypocondriaques. Là, on y est allé à fond. D'accord ? On a envoyé des drones dans les montagnes pour vérifier qu'il n'y avait pas des gens en dehors des bonnes heures qui marchaient seuls et sans leur attestation. Bref. En revanche, un certain nombre de reportages ont montré que l'État était totalement absent quand il s'agissait des banlieues, quand il s'agissait de certains quartiers dits perdus de la République. Moi, je dis perdus de la France tout court. Ici, l'État n'intervenait pas. En réalité, on le voit, c'est une banalité, c'est une lapalissade. L'État est fort avec les faibles et faible avec les forts, ou en tout cas avec ceux vis-à-vis desquels il considère qu'il n'a plus la puissance ou pour lesquels il considère que c'est trop risqué d'intervenir. Et là, je vous renvoie à ce qui s'est passé lors des émeutes en 2005, lors des émeutes de banlieue. Donc, bien évidemment, il y a un deux poids deux mesures, et ce deux poids deux mesures est révélateur justement de la puissance relative de l'État. Donc, finalement, quand on parle du respect des libertés, il faut voir les choses assez largement, vous voyez. Voilà. Absolument. Alors revenons sur la liberté d'expression dont on entendait Michel dire qu'elle reculait également à travers des invitations qui n'ont plus lieu. Vous, de votre côté, vous nous faisiez savoir il y a un instant qu'il y a quand même certains sujets que l'on peut évoquer plus librement que d'autres. Est-ce que vous auriez la possibilité de nous dire, l'un et l'autre, quels sont les sujets que l'on peut évoquer assez facilement dans les médias, on va dire mainstream, on va pas parler de Sud Radio, puisqu'on sait qu'ici la parole est très libre, mais des sujets qu'on ne peut plus évoquer, notamment sur les antennes du service public, et des sujets sur lesquels il est plus facile de parler aujourd'hui. Alors, je pense que si on parle du service public, c'est très clair. Je pense, alors je fais une remarque préliminaire. Oui. On parle beaucoup de France Inter, mais il n'y a pas que France Inter. Moi, je vais nommer directement, pour avoir regardé il n'y a pas très longtemps, je trouve qu'il y a vraiment une dérive particulière dans les médias régionaux, en particulier France 3 Régions. Ah oui ? Oui, la presse régionale, vraiment, je trouve depuis 5-6 ans, à un tournant très conformiste. Et si vous me demandiez tout à l'heure quels étaient les sujets qu'on ne pouvait pas aborder, c'est très clairement, moi j'en aborde deux, enfin je vous en évoque deux, la question de l'immigration et puis la question de l'islam. Quand on parle des dérives religieuses, d'ailleurs très souvent on évoque le terme poli de montée du communautarisme. Mais de quel communautarisme parlons-nous ? Mal nommer les choses, c'est ajouter du mal aux choses. Je ne sais plus exactement quelle est la citation et l'auteur de cette citation, mais c'est tout à fait cela. Il y a une difficulté à pointer la réalité concrète, matérielle d'un communautarisme islamique, et ça au nom d'un pas d'amalgame généralisé, mais de plus en plus vous avez sur France Inter, sur un certain nombre de radios du service public et France Culture, notamment France Culture, j'invite vraiment tous les auditeurs de Sud Radio à aller regarder maintenant la page Facebook, rien que la page Facebook de France Culture, et vous verrez dans les choix éditoriaux à quel point on est vraiment dans de l'idéologie. C'est vraiment très clair. Donc voilà, ces deux sujets, moi j'en évoque que deux, il y en a sans doute d'autres. La question de l'immigration,
typiquement la question qui a été pointée du grand remplacement, et là-dessus la fenêtre d'Overton s'est un peu ouverte à l'occasion de la précédente élection présidentielle, et puis effectivement la question religieuse. Et alors justement, vous parliez du pas d'amalgame. En revanche, l'amalgame, il fonctionne très bien quand il s'agit de parler, je dirais, de gens qui pensent un peu différemment l'économie, la politique, la souveraineté. Et là, d'un seul coup, l'amalgame fonctionne très bien. Ça devient des gens d'extrême droite, des gens nationalistes. Vous êtes d'accord aussi là-dessus, Michel? On nomme mal les choses, pour reprendre Camus et cette célèbre citation. Ajouter de la misère au monde, je crois que c'est ça. Bah, Michel va vous dire, ce Camus, il connaît. Hein. Oui. C'est son rayon. Non, mais Pierre a raison de parler de France 3, mais je rappelle que France 3, c'est le service public. Oui, donc, c'est tout le service public qui est contaminé de cette manière-là. Moi, je vis, comme on le sait, à Caen, en province, et j'ai dû mettre les pieds la dernière fois, il y a 7 ou 8 ans, à France 3. Non pas que je n'ai rien fait dans cette région qui aurait justifié qu'il n'y soit pas invité, mais je veux dire, l'université populaire, enfin, la fermeture de l'université populaire, l'idée que le maire de Caen ait détruit cette université populaire, enfin, ces choses-là, ça ne méritait pas l'information. Mais je veux dire que à Front Populaire, nous avons fait un numéro qui s'appelait La tyrannie des minorités, mais c'est open bar pour les minorités. La liberté est totale pour les minorités. Donc on peut ajouter effectivement à ces questions interdites le réchauffement climatique. Si l'on est un réchauffiste, on est interdit d'antenne. Moi, je connais un journaliste de Radio France qui me disait que récemment, il avait vu des papiers affichés dans les couloirs disant que la question du climat n'était pas une question et que ça ne devait pas être abordé puisque c'était une certitude. Le débat était interdit sur ce sujet. Donc l'idée de dire qu'il y a des débats interdits, c'est assez fantastique. Donc on ne touche pas à ces choses-là, on ne touche pas au transsexualisme par exemple, on ne touche pas à la question de la généalogie, de cette idée que des jeunes filles, des petites filles de 8 ans puissent dire ça fait 4 ans que j'ai envie de changer de sexe. Tout le monde trouve ça formidable, personne ne dit que vous ne pensez pas qu'il y a un problème. On pourrait parler par exemple de la généalogie de ces choses-là. Moi je ne nie pas qu'elle existe, mais il fut un temps où Benoît Hamon dans sa campagne présidentielle nous parlait des perturbateurs endocriniens. J'aimerais bien qu'on puisse parler de la question des perturbateurs endocriniens dans la généalogie du fait que des enfants de 4 ans aient envie de changer de sexe. Question interdite, réflexion interdite. Il ne s'agit même pas d'être dans la moraline en disant c'est pas bien d'être un transsexuel, c'est pas mon propos. Mon propos c'est de faire de la philosophie et de se dire qu'est-ce que l'être, comment le devient-on? Est-ce qu'on peut pas poser la question de la généalogie? Il y a une généalogie sociale, sociologique, sociétale, mais il y a peut-être aussi une généalogie physiologique, biologique, anatomique, pathologique avec les problèmes de perturbateurs endocriniens. Donc toutes ces questions sont interdites. Je veux dire tout ce qui a fait que nous avons pu faire un dossier, c'est interdit. Si vous voulez parler de la colonisation, si vous voulez parler de la guerre d'Algérie, vous savez très bien comment il faut en parler si vous voulez être invité. Si vous en parlez autrement et différemment, à l'évidence, on devient un type d'extrême droite, donc un fasciste, donc un nazi, donc un type nauséabond dont la pensée fait penser aux heures les plus sombres de l'histoire. Enfin, on connaît exactement. Et donc on ne les invite plus ces personnes. Pierre, vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais effectivement ajouter, parce que ce que dit Michel Onfray me fait penser à un autre sujet connexe quand il évoquait la question du réchauffement climatique. C'est-à-dire que très souvent, quand on aborde des questions en fait scientifiques et politiques, parce qu'en réalité, la question du réchauffement climatique n'est pas qu'une question scientifique. C'est aussi la question de savoir, une fois qu'on a dressé ce constat, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et là-dessus, il y a plusieurs types de réponses. Et vous avez une doxa intellectuelle, une doxa médiatique, en particulier au service public, qui a reçu des consignes, hein, souvenez-vous, ça a été publié, pour qu'on aborde et qu'on parle de ces sujets, mais d'une certaine manière. D'une certaine manière. Et je relis ce sujet, vous allez voir, à un sujet plus récent, en tout cas, qui nous a touché il n'y a pas très longtemps, même si la question du réchauffement climatique, c'est sur le long cours, c'est la question du Covid et la question des vaccins. Vous voyez, la personne qui vous parle, a un peu évoqué ce sujet pendant la crise sanitaire, mais comment vous dire, interroger les choses, ça ne doit pas être vu comme quelque chose de négatif. Et j'ai l'impression que dès qu'on interroge quelque chose, ça fait pousser des cris d'orfraie. Je vous donne l'exemple, c'est-à-dire que l'exemple du Covid et l'exemple du vaccin. La personne qui vous parle encore une fois là-dessus est relativement claire, c'est-à-dire que moi je sais qu'il y a des gens qui sont persuadés, mais absolument persuadés, que le vaccin engendre la mort et que le vaccin a été créé pour tuer des gens. D'accord ? La personne qui vous parle n'est pas du tout de cette obédience, elle est à 10 000 lieues de ça. Mais en revanche, et le débat est plus apaisé aux États-Unis, je trouve que quand on aborde certains sujets scientifiques, justement nos opposants nous disent, vous savez, c'est l'argument, c'est de dire, vous ne croyez pas en la science. Même argument qu'on nous répond sur la question du réchauffement climatique. Alors, deux objections. Un,
croire en la science, par définition, c'est un oxymore, parce que la croyance, ce n'est pas du domaine de la science, ce n'est pas du domaine de la raison, c'est du domaine de la foi. Et deuxièmement, on doit pouvoir interroger ces choses-là et en parler de manière tout à fait raisonnée. Et en parler, c'est ce que je veux vous dire, ça ne veut pas dire avoir un avis tranché. Moi, vous voyez précisément sur cette question des effets secondaires, qui encore une fois, je vous dis, n'est pas mon cheval de bataille. Moi, j'en parle pas tout le temps, mais en revanche, je suis un peu peiné qu'on ne puisse pas avoir en France un débat de qualité comme il existe aux États-Unis, par exemple, sur cette question-là, et que chacun se fasse son avis, qu'on ait des scientifiques différents qui puissent venir s'exprimer. Moi, je repense à ça, parce qu'il y a une scientifique, Claude Aignan, je prononce peut-être mal son nom. Ah bah ça, alors là, voilà. vous ciblez tout de suite quelqu'un qui est extrêmement décrié, dont on dit qu'il est totalement tout à fait. un Ou livre même complotiste. ou même le professeur Raoult, etc. Je ne connais pas leurs travaux. Je vous dis, je ne connais pas leurs travaux, mais je trouve qu'on entend beaucoup plus des gens comme Karine Lacombe, vous voyez, c'est-à-dire des gens qui sont dans la doxa tout à fait opposée, que ces gens-là qui sont, mais alors eux pour le coup, bannis du service public. Et dès qu'ils ont le malheur d'intervenir sur des médias privés, alors là, les services publics font, les fameux fact-checkers, les Julien Pain et compagnie, font des reportages et des articles entiers pour dire à quel point c'est scandaleux et à quel point implicitement, parce que là c'est pour Claude Aignan dont je parle, typiquement elle a attaqué son éditeur, à quel point c'était anormal qu'on édite ces gens-là. Mais rendez-vous compte l'état de conformisme intellectuel dans lequel on est. Donc, typiquement sur des sujets comme la science, il n'y a pas de... Quand on évoque, que ce soit la question du réchauffement climatique ou la question du vaccin, et encore une fois, je vous dis, je n'ai pas d'avis. Quand on dit qu'il y a un consensus scientifique, c'est une antiphrase. La science, c'est une remise en cause permanente. C'est un questionnement permanent. Donc, il n'y a pas d'unanimité. Donc, on a le devoir, en tant que média, de laisser s'exprimer toutes les opinions divergentes. Et ça, malheureusement, là-dessus, voilà, ça c'est un sujet sur lequel je trouve il y a une certaine restriction. On va demander dans un instant son avis à Michel Onfray, et puis on va vous demander, Maxime Le Nagard, où en est cette fameuse loi Avia. Vous savez, cette loi qui projetait de ne plus pouvoir appeler évidemment à la haine, ce qui est véritablement une lapalissade sur les réseaux sociaux, mais dont certains avaient déjà imaginé que ce serait un moyen liberticide de plus pour le gouvernement. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Toujours en compagnie de Michel Onfray, bien sûr, et de Maxime Le Nagard, le rédacteur en chef de Front Populaire pour notre heure libre, un partenariat Sud Radio et Front Populaire, la revue. Notre invité aujourd'hui est l'avocat au barreau de Paris, Pierre Gentillet, également chroniqueur à CNews. Nous avons le plaisir de vous voir souvent. Nous étions en train de parler des restrictions, de s'interroger juste avant que nous ne soyons interrompus. Et vous faisiez remarquer, Pierre Gentillet, que sur la question de la science, il n'est pas facile aujourd'hui de laisser filtrer sous peine d'être tout de suite taxé de complotiste ou d'autres points. Michel voulait ajouter quelque chose sur ce sujet. Oui, j'ai écouté il y a quelques jours Edwy Plenel qui vient de faire paraître un livre et qui, sur une chaîne, sur BFM très précisément, faisait face à une brochette de journalistes et nous expliquait qu'on devrait interdire un certain nombre de propos, qu'un certain nombre de gens devraient être interdits d'invitation, qu'on ne devrait pas parler d'un certain nombre de livres que tous ces gens-là préparaient l'arrivée du fascisme. Il a comparé même CNews à la radio qui avait rendu possible le génocide du Rwanda, en nous disant, voilà, il y a une radio qui a rendu possible un génocide, eh bien, je vous l'annonce, CNews est en train de rendre possible l'arrivée du fascisme en France, donc il faudrait interdire ces gens-là, ces propos-là, des gens qu'on invite, des discours qu'on tient, etc., etc. C'était sidérant. D'ailleurs, les journalistes étaient sidérés, mais il peut tenir ce discours-là parce qu'il y a derrière lui un nombre de gens considérables qui pensent la même chose. La nouvelle patronne de la CGT a quand même fait savoir à un moment donné, alors qu'elle s'apprêtait à répondre à CNews, quand elle a vu le micro, elle a dit « Ah non, je ne parle pas à des gens comme vous ». C'est-à-dire, ce sont des gens qui estiment que une chaîne comme CNews, étant la chaîne de Bolloré, c'est obligatoirement une chaîne qui prépare l'avènement et l'arrivée du fascisme. Pendant que ces gens-là nous disent qu'il y a des violences policières, qu'on peut tuer des policiers, et que ça c'est tout à fait défendable, et que les policiers ne cherchent que ça, c'est-à-dire tuer des manifestants. C'est assez sidérant, c'est une inversion totale des valeurs. Et on voit bien effectivement que ces gens-là
sont dans les médias. J'ai fait savoir un jour à I24, qui est une télévision israélienne, que des choses concernant Macron, les médias, etc. Puis à la fin de l'émission, un technicien est venu me voir, puis il me dit, vous savez, moi j'ai travaillé dans le service public, et je peux vous dire que c'est pas Macron qui est le héros de ces gens-là, c'est Mélenchon. Il dit effectivement l'idéologie de Mélenchon fait la loi dans les services publics, pas celle de Macron. Donc il y a cette idée effectivement que la police tue, que les manifestants sont des révolutionnaires qui veulent changer l'ordre des choses et que c'est une bonne chose et que quiconque pose des questions est un fasciste qui prépare les chambres à gaz. Oui. Alors à vous écouter tous les deux, on a l'impression qu'il y a une inversion finalement du totalitarisme en France et que ces gens sont plus porteurs d'idées totalitaires finalement que CNews. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'allez pas dire le contraire. Je vais pas dire le contraire, mais alors totalitaire, je sais pas, mais en tout cas, parce que je pense que c'est antérieur au totalitarisme cette histoire. Vous savez, en fait, je pense que tout part de cette phrase de Saint-Just bien connue, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Et au fond, c'est un peu la doctrine qui préside dans un certain milieu à gauche. C'est-à-dire, c'est des gens qui parlent de liberté tous les jours. Liberté du peuple syrien, liberté du peuple ukrainien, liberté du peuple tunisien au moment des révolutions au début de la décennie 2010. Vous voyez, ces gens parlent de liberté en permanence, mais en réalité, la seule liberté dont ils ne parlent pas, c'est la liberté d'expression en France. C'est le pluralisme, et ils en ont horreur. Ou alors le pluralisme, s'il existe, très concrètement, c'est le pluralisme par nuance de gauche, et encore une certaine gauche. Vous voyez, c'est une gauche social-libérale, très clairement, ouais. Même, disons les choses, oui, social-libérale ou libérale. Et ça, effectivement, c'est très présent dans le milieu journalistique. C'est présent aussi, j'enseigne à la faculté, c'est présent aussi dans le milieu universitaire. C'est très présent dans les écoles comme Sciences Po. Et je pense que c'est lié, de toute manière, à une certaine sociologie bourgeoise. Vous voyez, au cas particulier, ce que vous évoquiez sur le service public, l'anecdote de Michel Onfray sur ces journalistes qui sont finalement beaucoup plus portés sur Jean-Luc Mélenchon que sur Emmanuel Macron. Moi, je pense qu'il y a... Je ne sais pas s'il y a de la psychanalyse à faire, et je sais que Michel Onfray a écrit un livre là-dessus sur Freud, mais je pense qu'il y a la mauvaise conscience bourgeoise qui joue. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là, comme on le voit à Sciences Po, sont peut-être très culpabilisés de leur situation sociale et se flagellent et prennent plaisir à s'auto-flageller et s'inventent une mission. Et vivent dans des mensonges. Vous alliez prolonger justement, Michel, le propos de Pierre. Oui, je pense qu'il y a ça. Je voulais juste rappeler une phrase de Simone de Beauvoir qui disait « La vérité est une, voilà pourquoi la droite est pluraliste ». Ce qui était terrible. C'était une façon de dire il y a une vérité, c'est la vérité bolchevique, on dira, et puis quiconque ne l'est pas est de droite, et quiconque est de droite défend le pluralisme. Donc le pluralisme est totalitaire, pendant que l'idée unique nous dit la vérité. Oui, je pense qu'il y a une mauvaise conscience, parce que bon, c'est Darmanin qui a parlé des Black Bourges. Je ne sais pas s'il a une sociologie qui lui permet de dire ça, mais je pense que oui. Je pense qu'il a des informations que nous n'avons pas. Mais à chaque fois qu'on en voit apparaître, effectivement, ce sont des gens qui ne sont pas issus, ou qui ne sont pas eux-mêmes des prolétaires, ou qui ne sont pas forcément issus du prolétariat, qui sont dans la bonne bourgeoisie et qui veulent effectivement se donner bonne conscience en disant qu'il faut sauver l'humanité, réaliser la révolution, en estimant que la révolution aura besoin de guides et que les intellectuels vont bien sûr jouer le rôle de guide. On a bien vu comment pendant la Révolution française, certains se sont gobergés. Alors pas Robespierre, c'était une exception, mais ça a quand même fait leur bonheur au quotidien à ces gens-là. Et comment la nomenclature soviétique a fonctionné aussi, comment en RDA ou en Roumanie, les intellectuels pouvaient avoir des avantages à faire partie du régime et du parti. Donc ce sont des gens qui veulent la liberté, mais dans la mesure où ils disent ce qu'est la liberté, comment elle est la liberté, comment elle doit fonctionner, et qui se disent qu'est-ce que je suis un personnage formidable, moi j'aime l'humanité, moi je travaille au bonheur de l'humanité. Alors qu'en fait, ils travaillent à l'ouverture et à des goulags, à la création des laogaïs, à la création des polices politiques, et qu'ils sont parfois même eux-mêmes des fournisseurs d'idées à la police politique des pays totalitaires. Oui. Alors, on est d'accord pour dire tous ensemble qu'on assiste à un recul des libertés publiques en France, mais je voudrais revenir sur le livre-programme qui s'appelait Révolution d'Emmanuel Macron, qui a été publié en novembre 2016, parce qu'il est assez éclairant. Il nous disait que la prolongation sans fin de l'état d'urgence pose plus de questions qu'elle ne résout de problèmes. Nous ne pouvons pas vivre en permanence dans un régime d'exception.
Alors, force est de reconnaître qu'on y est bien rentré et de s'interroger sur le mécanisme de recul de ces libertés publiques. Parce que la crise Covid et l'état d'urgence sanitaire a permis de rentrer dans ce régime d'exception. On se souvient, fermeture de restaurants, organisation au travail. Il fallait même plus penser Noël en termes de famille. Il fallait apprendre à boire le café dans une certaine posture et pas dans une autre. On a cru quand même rêver par rapport aux libertés qui étaient couramment admises à cette époque, Pierre. Ah mais c'est très très drôle ce que vous avez lu. C'est-à-dire que, grande surprise, Emmanuel Macron n'a pas appliqué un point de son programme. Premier élément. Deuxième élément, ça me permet de rebondir là-dessus. C'est-à-dire que je pense qu'on a une mauvaise lecture. D'ailleurs, ça m'intéresse d'avoir l'avis de Michel Onfray sur ce point et sur les réactions qu'on a eues et la philosophie des réactions qu'on a eues par rapport à cette crise Covid. Moi, je pense que les réactions qu'on a eues, c'est des réactions clairement hypocondriaques, la trouille, peur, oui, complètement des réactions de peur, et les mesures qui ont été adoptées, j'assume ce que je vais dire, ont un fondement libéral. Je m'explique. La loi des reins du libéralisme, c'est fais tout ce que tu veux tant que ça ne porte pas atteinte à autrui. À partir du moment où il y avait un tout petit risque que vous puissiez contaminer autrui, on pouvait vous expulser des 10 lieux de contamination. Les bars, les restaurants, les trains, etc. Et donc du coup, on a appliqué à l'extrême cette loi-là. Donc ceux qui, parmi les libéraux, parce que moi je ne suis pas un libéral, vous l'aurez sans doute compris, qui ont dit il faut plus de libéralisme et les mesures qui sont adoptées par Macron sont des mesures qui vont pas dans le sens du libéralisme. Moi je pense qu'au contraire, c'est la loi du libéralisme qui a été poussée jusqu'à son extrême. C'est de dire vous allez porter atteinte à ma liberté, même de manière minuscule, eh bien, on doit pouvoir porter atteinte à votre liberté. Donc ça pour moi, c'est vraiment une grande question. Et Emmanuel Macron, celui qui... Enfin, excusez-moi, alors je sais que les libéraux sont un peu des fanatiques, hein, ils sont persuadés qu'il n'y a personne qui est libéral et qu'on n'est pas dirigé par les libéraux depuis 60-70 ans, ce que je pense plutôt, enfin en tout cas c'est plutôt vers le libéralisme qu'aujourd'hui on se dirige. Ouais. Je pense que c'est pas un hasard si les pires mesures de restriction de liberté, entendez-moi bien, ont été prises en Europe par des gouvernements dits libéraux, dits respectueux de l'état de droit. En Russie, en Hongrie, les gouvernements dits illibéraux, dits affranchis de l'état de droit, n'ont pas mis en place le pass sanitaire, le pass vaccinal. Pourquoi ? Voilà. Michel, vous allez nous en dire un mot et j'aimerais que Maxime nous parle de la fameuse loi Avia qui avait été imaginée à cet instant-là. Oui, moi je pense que l'une des grandes maladies françaises, c'est l'essentialisation, c'est le refus de l'histoire, c'est le mépris de l'histoire, c'est même l'oubli de l'histoire. C'est-à-dire on parle du Covid, de la crise Covid et je pense que c'est pas comme ça qu'il faut penser. C'est exactement la même chose avec le nazisme. On pense 1933 avec la libération des camps et on dit un peu n'importe quoi et on pense la résistance exactement de la même manière. On parle de la résistance de Malraux, par exemple, en mars 1944, comme si c'était la résistance du général de Gaulle le 18 juin 1940. Donc il faut penser en termes chronologiques. Et moi, j'ai écrit un livre sur la question du Covid, et donc je sais ce que j'ai écrit et ce que j'ai dit au moment où je l'ai écrit. Donc aujourd'hui, on sait ce que c'est le Covid. On ne le savait pas à l'époque. On ne le savait pas. On nous disait c'est une épidémie, elle se transmet facilement, elle est mortelle et elle fait des morts en quantité. Si en Chine on bloque tout, c'est qu'effectivement il doit y avoir des chiffres terribles et voilà l'information qu'on nous donnait. Par la suite, on a vu que c'était pas exactement ce qui se passait. On a vu ensuite qu'on pouvait utiliser un vaccin. On nous a dit qu'il était formidable. Après, on nous a dit bon, pas tant que ça. Après, on nous a dit il est pas si terrible que ça. Et c'est difficile de penser la globalité avec les catégories de l'après pour penser les catégories de l'avant, voire du pendant. Moi, très tôt, j'ai dit je suis pas un libéral, donc j'ai dit effectivement si vous laissez atterrir des avions chinois 2 ou 3 par jour avec 500 personnes dedans qui nous amènent le Covid et que les pilotes peuvent continuer à vaquer à leurs occupations et répandre tout ça, ce sera pas forcément terrible. Moi, j'avais en tête une idée sanitaire au départ. Et après, on peut vérifier, c'est écrit. Je disais que le propre des épidémies, c'était de mettre en jeu des virus et des bactéries qui étaient vivants et que le propre du vivant, c'était de mourir. Et que ça pouvait finir par mourir. Il n'y a jamais eu de vaccin contre la peste. Il se fait que la peste a décimé une grande partie de l'Europe et qu'à un moment donné, ça s'est arrêté. Et on ne sait pas forcément pourquoi. On sait qu'il y a des variations. Et le professeur Raoult disait des choses à cette époque sur ce sujet-là, mais qu'il y avait des variations et qu'à un moment donné, ça s'épuise. Et c'est le principe du vivant. Donc moi, je pense que le principe de précaution est ce qui a guidé Macron
et les autres, parce qu'effectivement, le principe de précaution aujourd'hui, c'est je ne veux pas me retrouver au tribunal, je ne veux pas avoir dormi avec la justice, je ne veux pas qu'on me reproche ensuite de ne pas avoir fait le nécessaire. Si je veux continuer ma carrière politique, je ne veux pas qu'on me rappelle l'équivalent, c'est la jurisprudence du sang contaminé pour Fabius, qu'on me rappelle ce genre de choses, ou que on puisse dire vous auriez dû faire, vous n'avez pas fait, c'est une catastrophe et vous êtes banni, vous êtes un homme sur lequel on crache quand vous passez dans la rue. Je pense qu'il faut prendre ça aussi en considération. C'est-à-dire les Français sont souvent pour ce qui est contre et contre ce qui est pour. On les protège, ils veulent pas qu'on les protège, on les protège plus, ils demandent de la protection, ils veulent pas de masque, on leur dit maintenant des masques, ils veulent plus de masques. Il y a un moment donné où ils veulent le contraire. On aurait dit il faut surtout pas se faire vacciner, ils auraient voulu en masse se faire vacciner. Donc il y a aussi un moment donné où il faut mobiliser la psychologie des foules de Gustave Le Bon pour voir que c'est pas facile de gouverner un peuple quand on ne sait pas scientifiquement ce qu'il en est, qu'on doit prendre des risques et qu'on sait très bien que 3 ou 4 ans plus tard, on peut se retrouver en haute cour de justice pour de la trahison et ce genre de problème. Donc effectivement, moi je suis contre le principe de précaution et je l'étais aussi contre sur ce terrain-là en disant un gouvernant c'est quelqu'un qui protège son peuple. Macron ne l'a pas protégé, son peuple, et quand il a commencé à le protéger, il l'a mal protégé. Merci de ces précisions. On continue à s'interroger dans un instant sur le recul des libertés en France. On reviendra sur ces fameux projets de loi Avia dont Maxime Le Nagard nous dira un mot. À tout de suite. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Vous êtes toujours à l'écoute de l'heure libre, votre nouveau rendez-vous sur Sud Radio tous les samedis matins de 10h à 11h avec Michel Onfray, Maxime Le Nagard et notre invité est l'avocat Pierre Gentillet. Aujourd'hui, nous interrogeons sur les restrictions de liberté à l'œuvre en France. On a vu ainsi que pendant la crise Covid, de nombreuses restrictions de liberté ont été mises en place qui ne se sont jamais véritablement effacées par la suite. La liberté d'expression a aussi été régulièrement remise en question. Et dès 2020, la loi Avia, la fameuse loi Avia, prévoyait d'interdire un certain nombre de discours au nom de l'interdiction de la propagation de la haine sur les réseaux sociaux. Mais beaucoup y avaient vu la possibilité de faire taire les oppositions. Maxime Le Nagard, où en est cette fameuse loi Avia ? Alors, elle avait été portée en 2020 par Laetitia Avia, qui était députée LAREM à l'époque. Elle a été votée et adoptée par l'Assemblée nationale la même année, mais largement censurée par le Conseil constitutionnel. Les sages, cette fois, effectivement, on le disait pendant la coupure avec Pierre Gentillet, ont fait leur travail. Ils avaient estimé que la loi était en grande partie anticonstitutionnelle et qu'elle portait une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression. Donc la loi a bien été promulguée, mais entièrement expurgée suite à la censure du Conseil constitutionnel. Il reste des choses dans la loi, la mise en place d'un parquet spécialisé et l'article 16 qui prévoit la création, qui a eu lieu d'ailleurs, de l'Observatoire de la haine en ligne qui est rattaché à l'Arcom depuis 2022. En fait, le problème de fond, c'est que la haine n'a pas de définition précise et qu'elle n'existe pas dans le droit positif français. À ce titre, elle ne saurait constituer une infraction, sinon on est dans le crime d'arrière-pensée, clairement, et dans ce qu'on appelait d'ailleurs à la fin du 19e siècle les lois scélérates. Alors... mais c'est tout à fait juste, c'est-à-dire que pour une fois, effectivement, le Conseil constitutionnel a servi à quelque chose, même si c'est une autre discussion, mais je pense qu'on pourrait faire en France comme on a fait pendant très longtemps, c'est-à-dire sans Conseil constitutionnel, mais c'est un autre débat. Mais effectivement, au cas particulier, la grande difficulté de cette loi, c'était de savoir ce qu'on entendait par haine et haine en ligne. Le propre d'une loi, si vous voulez, c'est qu'elle doit être claire, intelligible et rédigée en des termes objectifs. Pourquoi en des termes objectifs ? Parce que si les termes ne sont pas objectifs, donc subjectifs, ça signifie que le juge a une marge d'interprétation qui est beaucoup trop importante. Et dans cette marge d'interprétation, c'est là où on sort du juridique et qu'on entre véritablement dans la politique. Aussi, le terme haine est un terme qui renvoie à une notion morale. En réalité, donc évidemment, si demain on doit juger d'un propos dit haineux, c'est très 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 difficile matériellement, objectivement à démontrer. À moins, et c'était le risque, et heureusement il a été évacué, à moins de faire de la politique. Je vous donne un exemple. Mais est-ce que c'est vraiment nouveau que les tribunaux fassent de la politique d'ailleurs ? Bien sûr que oui, non, mais ça je peux passer une émission à vous en parler, mais il y a évidemment un certain nombre de juridictions. Alors, vous avez effectivement la 17e chambre correctionnelle, qui est spécialisée en la matière, mais vous avez aussi, et ça c'est plus connu, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, des juridictions encore plus contestées comme le Conseil constitutionnel, qui, au regard des textes qui sont dans leur champ de compétences, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule de 1946, etc., font de la politique. Mais encore une fois, pourquoi les juges font de la politique ?
il ne faut pas trop se plaindre. C'est-à-dire qu'on leur donne entre les mains, on leur met entre les mains, des outils, des textes qui sont rédigés de telle sorte, avec une telle largesse, que c'est très difficile de résister à la tentation, vous voyez, quoi. Donc, il faut rédiger. Aujourd'hui, on a 2 problèmes en France. On souffre de beaucoup trop de lois, et de lois, qui plus est, qui sont rédigées dans des termes trop flous, trop larges et trop subjectifs. Voilà. Moins de lois, mieux de lois. Je pense que c'est comme ça qu'il faut repartir maintenant. La bonne nouvelle, c'est que cette loi Avia donc est une coquille vide. On sera d'accord. Elle a été dévitalisée, heureusement. Elle a été dévitalisée. Michel Onfray, vous dites souvent que la justice n'est pas toujours la justesse. Il est bon de vous entendre sur l'interprétation que peuvent faire les tribunaux, des interprétations souvent politiques des choses. Et on parlait de la 17e chambre correctionnelle qui là très souvent va manifester une intention politique. Michel, vous êtes d'accord pour dire toujours que la justice n'est pas toujours la justesse? Non, je rappelle que Madame Avia avait mordu un chauffeur de taxi, je crois me souvenir aussi. Hein, ça doit faire partie des choses qu'il faut rapporter. Moi, j'ai jamais cru que le droit disait la justice ou disait le juste. Le droit dit le droit, et il dit le droit à partir du moment où des gens interprètent le droit. Et donc, comme on n'a pas affaire à des saints, et qu'on a affaire à des hommes, on a affaire à des hommes qui croient en Dieu ou qui n'y croient pas, qui sont bolcheviques ou qui ne le sont pas dans le régime dans le régime soviétique, qui sont vichistes ou pétinistes au moment de Pétain, et donc on sait très bien qu'on a affaire à une justice qui est une justice de classe. L'expression est très claire chez Marx, et on sait très bien, enfin on connaît la fable de La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Donc on sait très bien que les puissants et les misérables ça change, que les puissants dans la Chine communiste, les puissants dans l'Iran d'aujourd'hui, que les puissants à l'époque du Vichy ou que les puissants à l'époque d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes, mais il y a toujours des puissants, et ce sont toujours les misérables qui payent. Donc c'est l'expression d'un rapport de force, la loi. C'est pas, ne soyons pas des idéalistes en disant que c'est la vertu, que c'est le bien, le vrai, le juste qui tombe du ciel, qui se trouve un jour sculpté dans un marbre, qu'il suffirait de constater, de regarder pour pouvoir dire le droit en étant objectif et en ayant en tête le bien public, l'intérêt général, la possibilité de fabriquer une société, de constituer une république. Ça, c'est ce qu'on raconte à l'école quand on a des cours d'éducation civique. Mais dans la réalité, on voit bien que si vous déplaisez au juge, votre procès est mal barré, et on a beau invoquer le droit, pour le coup, l'interprétation du droit, l'esprit des lois, pour le coup, va être invoqué soit pour vous, soit contre vous. Faut arrêter d'imaginer que, là encore, il faudrait être idéaliste. Non, soyons pragmatiques. Le droit est politique, la justice est politique, elle l'a toujours été et elle le sera tout le temps. Alors je voudrais signaler 2 livres. D'abord, il y a le vôtre, Michel, Théorie de la dictature, où vous appelez vous-même, vous avez fait une relecture de George Orwell et de 1984. Et j'aimerais que vous expliquiez aux auditeurs pourquoi finalement Orwell nous annonce beaucoup de ce qui se passe sous nos yeux. Ah ben je viens de faire la même chose avec Le meilleur des mondes d'Huxley. C'est quand même sidérant, ces 2 livres. On a l'impression qu'ils sont lus par Macron et que tous les soirs, il en lit une bonne page en se disant je vais essayer de faire de telle sorte qu'on puisse appliquer ce genre de choses sur le terrain de la bioéthique, par exemple. Mais la théorie de la dictature montre comment en fait on fabrique une dictature à l'ancienne, un peu casquée, armée, beauté, etc. Avec un peu de moderne, le fameux Big Brother, cette espèce d'œil qui nous regarde en permanence. Donc on a quitté un peu ce monde. Les dictatures, elles ont cessé d'être casquées, armée et beauté, mais elle passe par cet œil, le fameux Big Brother. En fait, les GAFAM, aujourd'hui, nous donnons toutes nos informations sur nos téléphones portables. Alors, quand on parle du recul des libertés, je trouve très drôle ces gens qui nous disent qu'une caméra reconnaissance faciale, ce serait une catastrophe totale, alors qu'ils nous racontent en long, en large et en travers leur vie amoureuse, sexuelle, affective sur leur compte internet. Sur les réseaux, ils nous disent ce qu'ils achètent à manger, ils nous font voir la cuisine qu'ils ont fabriquée, ils nous font voir le moment où ils mangent tout ça, ils nous racontent leurs vacances, ils se mettent en scène en permanence, ils nous disent tout de leur vie, et ce sont les mêmes qui nous disent que la protection de la vie privée est quand même mal assurée par l'État. Je pense simplement que la dictature aujourd'hui, elle prend des formes qui sont celles de la servitude volontaire, qu'il nous suffirait justement de ne pas donner un certain nombre d'informations sur nos téléphones portables, de ne pas être sur un certain nombre de réseaux, pour augmenter
de facto nos libertés individuelles. Et la dictature que prévoyait Orwell, effectivement, elle est là, avec un mélange d'Huxley. Huxley, lui, il tablait plus sur ce qu'il appelait le soma, une espèce de drogue. Et on voit bien combien les gens consomment des drogues, de l'alcool, sont addicts à un certain nombre de choses, y compris à leur téléphone. Et je pense que notre modernité, c'est un mélange d'Orwell et de Huxley, hélas. Théorie de la dictature et George Orwell à relire, évidemment, et à lire pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Je vous remercie tous les trois pour cette émission spéciale sur le recul des libertés en France comme ailleurs d'ailleurs. Je vous donne rendez-vous sur tous nos environnements digitaux, ceux de Sud Radio ainsi que ceux de frontpopulaire.fr. À samedi prochain pour une prochaine heure libre. Tout de suite, on parle auto sur Sud Radio avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault. À très bientôt. Sud Radio, l'heure libre, Stéphane Simon, Michel Onfray.